est 20h à Kinshasa, 1 heure de plus à Walikale et dans l'est du pays, c'est l'heure de vous informer. À la une ce soir, ne jamais oublier, ne jamais répéter et commencer à guérir. La table ronde sur l'appropriation et la reconnaissance internationale du Génocost qui s'est clôturée jeudi dernier à Kinshasa, table ronde qui a jeté toutes les bases. Où vont les 0,3% du chiffre d'affaires des entreprises minières destinées aux communautés locales? Un audit de la Cour des comptes présente les résultats alarmants. Vous le suivrez dans ce journal. En 10 ans, des progrès sur la justice constitutionnelle ont été accomplis en République démocratique du Congo. La Cour constitutionnelle, née de la scission de la Cour suprême, a fait évoluer la démocratie en République démocratique du Congo. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Ouvrons ce journal par ces consultations. Les consultations politiques. Ce vendredi, le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, Désiré Cachemire Kolongele Bérande, a eu des échanges avec les fils du pays regroupés au sein de la majorité opposition et société civile en vue de réunir les idées-forces dans l'objectif d'une mise en place d'un gouvernement d'union nationale de l'État avec Patience Mbokatoukou. Ce sont des figures emblématiques de la politique congolaise issues de tous bords, la majorité, l'opposition et de la société civile qui ont franchi les portillons du bureau du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, Désiré Cachemire Kolongele, pour discuter des questions importantes de la nation. Toutes motivées par l'esprit de cohésion et la fin de la guerre à l'Est, leur engagement pour la survie du pays dépasse l'ego personnel. Adolphe Mouzito, Grégoire Bakandeja, Mabi Moulumba, sans être exhaustif, soutiennent l'idée de cette cohésion nationale. Les questions qui m'ont été posées, c'est des questions en rapport avec ma contribution dans cet effort de guerre qui s'impose, pour lesquels le président de la République veut l'union nationale, l'unité nationale, la contribution de tous les Congolais. J'ai traversé plusieurs autres pays, pas du temps de Mobutu jusqu'à l'heure actuelle, que je suis à même de pouvoir donner des conseils et procéder à ce qu'on améliore nos orientations économiques. Nous avons le défi sécuritaire. Ce défi sécuritaire incite à ce que l'ensemble des citoyens s'unissent pour d'abord défendre le pays. Le travail s'est fait avec minutie pour des résultats satisfaisants. Clôture de la table ronde sur l'appropriation de la reconnaissance internationale du Génocost, un tournant pour la mémoire congolaise. Le Génocost entre dans une nouvelle phase. Après plusieurs années de silence, la parole se libère, les stratégies se précisent et une réponse globale se construit. Ces assises co-organisées par le FONAREV et SIAVAR ont permis aux responsables politiques, sociétés civiles, victimes et survivants d'élever les voix et de dire que le temps de la reconnaissance est venu. Edith Chada, Charmant Lelo. C'est une étape décisive qui vient d'être franchie dans le combat pour la mémoire collective. La table ronde sur l'appropriation et la reconnaissance du Génocost s'est clôturée jeudi à Kinshasa sous la présidence de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Ceci est la démonstration et l'illustration claire que vous êtes toujours dans nos pensées, pas seulement nos pensées individuelles, mais nos pensées aussi au niveau du gouvernement et de l'État de la République démocratique du Congo. Cette rencontre organisée par le FONAREV et la SIAVAR a permis de poser les jalons d'une stratégie nationale forte pour inscrire le Génocost au cœur des priorités du pays. Nous sommes déterminés à le finaliser et à obtenir réparation, non seulement ici au niveau national, mais à faire reconnaître ce qui leur est arrivé au niveau international et surtout à faire condamner ceux qui ont été à la base de ces préjudices. Il est important que les Congolaises et Congolais, partout où ils se retrouvent, puissent réserver une pensée, notamment pour éviter que des massacres se répètent. Pour de nombreux participants, cette table ronde marque un tournant dans leur parcours personnel et collectif. Nous ne voulons plus jamais que cela puisse arriver. Il faut que cela soit intériorisé par tous les Congolais. À travers cette table ronde, les Congolais affirment une volonté forte, ne jamais répéter et enfin commencer à guérir. Le
Le temps de la reconnaissance est venu avec la tenue à Kinshasa de la table ronde sur l'appropriation et la reconnaissance du Génocoste. Le sujet était aussi au menu de briefing presse co-animé hier par le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, le directeur adjoint du FONAREV, Kevin Nanga, ainsi que le professeur Serge Makaya du comité scientifique et préparatoire de la table ronde, Jacques Aboba. Les Congolais sont appelés à s'approprier les génocides dont ils sont victimes dans leur propre pays depuis aujourd'hui plus de 30 ans de la part de son voisin le Rwanda. L'appel est du directeur général adjoint du Fonds national des réparations des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, Kevin Ngungamaki a dit qui intervenait au briefing presse de jeudi 3 mars. L'objectif aujourd'hui était de permettre aux Congolais, quels qu'ils soient, de justement réfléchir ensemble de quelle manière s'approprier ce Génocoste pour permettre à ce que cette histoire ne soit pas oubliée et nous ne puissions plus répéter les mêmes atrocités. Dans son adresse, professeur Serge Makaya, membre de la coordination du comité scientifique préparatoire, cette table ronde, selon lui, est essentielle dans la mesure où elle permet la documentation des faits et la constitution du dossier devant permettre non seulement l'appropriation de ces génocides au niveau national, mais aussi son acceptation à l'international. Le Génocoste constitue une rupture avec les silences assourdissants face à la tragédie humaine que vit le Congo depuis plusieurs décennies. Répondant à une question sur la pression exercée par les Rwandais pour les reports du concert de solidarité que les artistes congolais devaient donner le 7 avril prochain à Paris en faveur des victimes de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, Patrick Mouyaya Katembwe, ministre de la Communication et Médias, a souligné que les Congolais n'ont jamais été des négationnistes du génocide rwandais. Vous ne pouvez pas nous tuer, nous piller et nous dénier le droit le plus légitime d'être solidaire avec notre population. Et les concerts n'étaient pas une initiative du gouvernement congolais, c'est une initiative de la société civile, comme il y en a plusieurs dans le cadre de la campagne de mobilisation. Et donc c'est malsain de vouloir faire un débat, de vouloir remettre en question l'obligation qui nous incombe à nous, Congolais, partout où nous sommes, d'être solidaires d'autres Congolais qui sont directement affectés par la barbarie rwandaise. Rappelons toutefois que Kinshasa a institué la date du 2 août de chaque année, la journée du Génocoste. 10 nouveaux députés nationaux ont vu leur mandat être validé à l'Assemblée nationale et les élus du peuple ont prorogé pour 15 jours l'état de siège dans le Nord Kivu et en Ituri. C'était autour de la plénière tenue le jour férié dédié à la lutte du prophète Simon Kimbangu, à la conscience africaine et pour l'émancipation du peuple congolais. Un hommage lui a été rendu à la Chambre basse du Parlement. Anim Balaka. Dans son mot d'ouverture du haut du perchoir de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, président de la Chambre basse du Parlement, s'est donné à un bref rappel historique du combat mené par le prophète Simon Kimbangu dans l'éveil de la conscience. Comme vous le savez, Simon Kimbangu est l'un des précurseurs de l'indépendance de notre pays. Son combat, il l'a mené pacifiquement avec une seule arme, la religion. Simon Kimbangu bénéficie de la reconnaissance nationale. Non seulement il a été élevé au rang des héros national, mais également le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a signé en date du 30 mars 2023 l'ordonnance numéro 23/042 décrétant le 6 avril de chaque année, journée du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Comme inscrit dans l'ordre du jour de cette troisième séance plénière de la session ordinaire de mars 2025, l'Assemblée plénière de la Chambre basse du Parlement a validé à l'unanimité les pouvoirs de 7 nouveaux élus, dont 5 de la circonscription électorale de Massimanimba au Kwilu et 2 de Yakoma au Nord Ubangi et 3 suppléants des députés nationaux promus aux fonctions incompatibles au mandat d'élu national, ce après la présentation du rapport de la commission politico-administrative de l'Assemblée nationale. La séance plénière de ces jours a également procédé à l'examen du projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national porté par le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba Tungunga, accompagné de son vice-ministre en charge des contentieux internationaux, Samuel Mbemba Kabuya.
La Corée du Sud se prépare à recevoir le sommet mondial sur la paix. Les enjeux sécuritaires seront au cœur de ces travaux. La fondatrice de la Fédération pour la paix universelle va, au cours de cette session 2025, remettre le prix Snalmoon pour la paix afin d'encourager les initiatives de la recherche de la paix. On fait le point avec Alain Bikaï. Plus de 30 000 personnes venues de tous les horizons du monde sont attendues à cet événement inaugural du centre culturel des Kampyong, ville sud-coréenne, qui servira de cadre de référence pour la paix au monde et des partages culturels entre les différentes nations. Une fois inauguré, ces complexes construits selon le vœu de la fondatrice de la Fédération pour la paix universelle, Dr Han Jak-moon, accueillera le sommet mondial sur la paix qui réunira les dirigeants et des grandes personnalités du monde. À cause de l'ignorance humaine, cette belle planète Terre est en train d'être détruite au fil du temps. Je suis sûr qu'un monde de paix où toute l'humanité est une seule famille peut être réalisé si nous sommes unis. Au cours de cette messe internationale de la paix, interviendra la remise du prix Snalmoon pour la paix aux organisations et personnalités qui ont contribué sensiblement au développement humain et à la résolution des conflits dans le monde. Je tiens tout particulièrement à remercier Dr Han Moon pour son engagement exceptionnel en faveur de la cause de la paix. Je demande à chaque personne qui partage notre espoir d'un avenir meilleur d'être unis dans notre mission, fidèles à notre vision et par-dessus tout, d'être confiants dans nos valeurs. Nous croyons que chaque vie est sacrée. La question des conflits armés en Afrique sera aussi abordée et il faut noter également qu'en marge de cette cérémonie, des mariages transcendant les barrières nationales et raciales seront bénis. Tous les ministères impliqués dans l'intégration de la République démocratique du Congo à la zone de libre-échange sont exhortés à mieux harmoniser leur politique publique pour accélérer cette intégration. L'exhortation est de la première ministre Judith Suminwa Tuluka au cours de la réunion de coordination du Conseil national de la ZLECAf en vue d'évaluer le niveau de progrès d'intégration de la RDC dans cette zone. Chimène Dondo. Autour de la chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, près de 20 ministères ont participé à la réunion de coordination du Conseil national de la zone de libre-échange continentale africaine. Objectif, faire le point sur l'encadrement de la mise en œuvre de l'intégration de la République démocratique du Congo dans la ZLECAf. Selon le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongia, la mise en œuvre de cette intégration repose sur la suppression progressive des tarifs douaniers. La mise en œuvre se porte bien parce que la RDC a déposé la liste de tous les produits qui sont concernés par la suppression des tarifs douaniers, parce que sur l'ensemble des produits que nous avons recensés, qui sont autour de 6439, eh bien, on aura 10 ans pour progressivement supprimer les frais de douane de tous les produits qui entrent sur le territoire congolais. Mais également, la RDC a choisi 3% de tous ces produits, c'est-à-dire 209 produits qui ne vont pas être concernés par le paiement des frais de douane. Et là, on a évalué comment on va y arriver, quel type d'infrastructure on doit construire, routes, chemins de fer, centrales hydroélectriques, de manière à préparer l'État congolais à entrer dans cette zone de libre-échange continentale. Les membres du gouvernement ont également discuté de mesures à prendre pour éviter que la RDC ne devienne un simple marché d'écoulement de produits étrangers. Tous les intrants qui entrent dans la fabrication d'un pays doivent provenir à 70% de ces pays pour que ce produit soit déclaré un produit d'origine. Ce n'est à cette condition-là qu'ils peuvent bénéficier de la libre circulation sur le continent africain. Et l'objectif, c'est d'accroître les échanges commerciaux entre les pays africains, parce qu'il a été constaté que nous échangeons plus avec l'Europe, avec la Chine, avec les États-Unis, au lieu d'échanger entre nous, parce que nous sommes un marché de 1,4 milliard de consommateurs. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a exhorté l'ensemble des ministères impliqués à mieux harmoniser leur politique publique pour accélérer l'intégration du pays dans cette zone de libre-échange. Elle a également annoncé que cette réunion de coordination se tiendra désormais tous les 3 mois pour assurer un suivi régulier.
Et cette question posée à l'entame de ce journal, où vont les 0,3% du chiffre d'affaires des entreprises minières destinées aux communautés locales? Eh bien, un audit de la Cour des comptes présente les résultats alarmants. De nombreuses irrégularités, dont les plus graves ont consisté en la mauvaise répartition des dotations reçues des entreprises minières au détriment des projets communautaires, la non-mise en place de l'unité d'exécution des projets et de la cellule de gestion des projets et de marchés publics, ainsi que la passation des marchés publics en violation de toutes les règles en la matière. Relevé à l'issue de l'audit effectué par une équipe de la Cour des comptes dans les provinces du Haut-Katanga, du Lualaba et du Haut-Ouélé. Compte tenu de la gravité des griefs formulés, la Cour de compte a décidé de prendre des mesures conservatoires avant de finaliser son rapport de mission en application de l'article 39 de sa loi organique. S'agissant de la nouvelle politique anticorruption de la Cour de compte, le premier président en a annoncé la stratégie. L'application systématique des dispositions de l'article 39 de la loi organique de la Cour des comptes, le déferment au parquet général pour la Cour des comptes de tous les cas de faute de gestion relevés dans la gestion des agents et mandataires publics, la mise à la disposition du ministre de la Justice en vue de la saisine des juridictions de l'ordre judiciaire compétente. Et le premier président de conclure. La place des mauvais gestionnaires que nous appelons des indisciplinés budgétaires et financiers sera désormais et effectivement soit en prison, soit chez eux à la maison, loin de la gestion de la chose publique. Le fonctionnement du cadastre minier, cet établissement public du ministère des Mines, ainsi que l'impact de la guerre dans l'est du pays, dont l'octroi des titres miniers qui a régressé cette année 2025, autant de sujets expliqués amplement aux étudiants de Leader Academia University par le directeur général du CAMI sur le thème Mines et développement durable. Lucie Laviti-Senda. La guerre d'agression dont est victime la RDC dans sa partie Est est un obstacle majeur pour le développement. Une approche qui s'observe dans plusieurs secteurs. Le secteur minier n'est pas épargné à l'image du cadastre minier qui est un acteur clé du ministère des Mines et qui connaît une nette régression dans l'octroi des titres miniers qui est passé de 2900 titres octroyés en 2024 contre 2366 en 2025, soit une baisse de 600 titres. Des chiffres présentés par le directeur général du cadastre minier, Popol Maboulia Yenga, lors d'une conférence débat animée à l'université Leader Academia University, dirigée par le docteur Daniel Kawata. 2024, il y a eu plus de titres que 2025. Comme vous le savez, une partie de la République est envahie par l'agression rwandaise. Et donc, il y a les gens se retiennent pour investir parce qu'ils veulent voir ce qui se passe. Et donc c'est ce phénomène de ralentissement que nous voyons. Mais d'autre côté, nous voyons que le Katanga continue à rester dynamique, le Grand Katanga et les autres parties continuent à rester dynamiques, du fait que de ce côté-là, nous avons quand même des ressources importantes et surtout des ressources qui concernent aujourd'hui la transition énergétique. Le président du comité des étudiants, Daniel Dan Chikoudi, a fait montre de sa gratitude pour ces échanges, combien enrichissants, et a décerné un certificat de reconnaissance au directeur du cadastre minier pour son leadership inspirant. Un appel du ministre délégué à l'urbanisme et en charge de la politique des villes à la préservation des arbres à Kinshasa face à l'urbanisation croissante. Didier Tengetelito tient à la protection de l'environnement et lutte contre les abattages d'arbres dans la ville capitale. Pour preuve, il a procédé au reboisement dans la ville-province de Kinshasa. Luzen Sakala. Les arbres sont indispensables pour l'environnement dans une ville. Les abattages d'arbres fréquents font que la ville capitale ne réponde plus aux normes environnementales. Pour parer à cette éventualité, le ministre de la politique des villes, Didier Tengetelito, a décidé de reboiser Kinshasa. Il y a des criminels qui sont amusés à couper un arbre ici, un bois tech qui a plus de 30 ans. Et j'avais fait la promesse qu'on va de toute façon reboiser ici, on va faire la chasse à tous ces criminels qui mettent des panneaux publicitaires à des endroits qui ne se justifient pas. Et nous allons remplacer ça par des arbres et avec les amis de la nature, les anciens élèves de Mombele et SOS Kinshasa, parce que ça concerne la ville de Kinshasa. Fort de mon ministère qui est en charge de la politique des villes, nous avons déjà établi une cartographie des grandes artères avec les amis de la nature qu'on veut qu'ils nous accompagnent
dans le cadre justement de ce reboisement-là, et associer la main-d'œuvre qui est efficace, qui est gratuite, qui est volontariste, pour que justement on puisse verdir un peu cette ville de Kinshasa, qu'on puisse avoir des espaces verts et pas constamment avoir des panneaux à tue-tête qui ne riment pas à grand-chose. Nous avons des arbres ici, notamment des ronds-points Batété, là, qui méritent en fait une attention particulière, qui deviennent rarissimes et qu'il faut protéger. Donc c'est dans cette optique-là. Et évidemment, nous allons voir comment implémenter cela, lentement mais sûrement aussi dans les autres villes, par rapport à leurs particularités aussi. Ces reboisements s'inscrivent dans une dynamique de réverdir toutes les villes congolaises. Et pour garantir une efficacité dans les sections entre structures placées sous sa tutelle, le ministre de l'Industrie, Louis Kabamba, a tenu une réunion technique. Cédric Kenina. C'est une réunion technique initiée dans l'objectif de renforcer la coordination entre structures sous tutelle et promouvoir une approche de collaboration pour dynamiser les secteurs industriels et entrepreneurial dans les 26 provinces du pays. Retenir, c'est quoi? C'est le travail projeté et le travail effectivement réalisé. C'est-à-dire nous avons toute une planification que nous devons respecter. Maintenant, nous sommes en train de les respecter pas à pas pour voir dans quelle direction nous devons aller. Ces séances sont importantes parce que ça nous permet d'avoir une vision commune pour aller dans une même direction. Il ne faut pas qu'on aborde le problème de façon dispersée. Là, ça ne sera pas bien. Maintenant, nous avons une vision commune. Nous savons où est-ce que nous avons commencé, où est-ce que nous sommes arrivés et qu'est-ce qu'il nous reste à faire. Prochainement, nous n'allons pas venir en désordre. Nous allons, en respectant bien cette planification, ça nous permet d'aller vers l'avant. Des concertations qui s'inscrivent dans une dynamique de travail régulier impulsée par les patrons de l'industrie, Louis Kabamba, dans l'optique de briser l'isolement institutionnel et favoriser ainsi les actions cohérentes entre structures. Il s'agit ici d'un levier puissant pour assurer la mise en œuvre des politiques publiques dans les secteurs de l'industrie et petites et moyennes entreprises dans le cadre de la philosophie politique du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. La Cour constitutionnelle célèbre ses 10 ans depuis son installation le 11 avril 2015, une célébration qui a démarré ce vendredi 4 avril 2025 en son siège à Kinshasa-Gombe, 10 ans de justice constitutionnelle. Regardez. La première décennie de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo depuis sa mise en place le 11 avril 2015, après l'éclatement de l'ancienne Cour suprême, est un événement dans le pouvoir judiciaire du pays. Selon son président, Dieudonné Kamouléta Badibanga, elle a joué un rôle déterminant dans la consolidation de la démocratie. Lubrifiant et régulateur constitutionnel, cette haute juridiction est considérée comme un des piliers fondamentaux de la démocratie et l'état de droit en République démocratique du Congo. Chargée de veiller sur la conformité des lois à la Constitution, de protéger les droits fondamentaux des citoyens et d'assurer l'équilibre des pouvoirs, son rôle s'avère indispensable et crucial dans un contexte où les défis politiques, économiques et sociaux à relever demeurent importants. Aujourd'hui, nous célébrons 10 ans. On n'aurait pas 10 ans si eux n'avaient pas commencé. Il y a certaines choses que nous avons fait facilement parce que eux ont peut-être trébuché, ont peut-être souffert et ont été blessés et nous avons tiré les leçons. Il faut signaler que depuis sa création, la Cour constitutionnelle a rendu des décisions majeures qui ont façonné le paysage légal et constitutionnel de la RDC. Cette célébration de la décennie de la Cour constitutionnelle a été une occasion pour le président Dieudonné Kamouléta de présenter les anciens et actuels juges de cette juridiction. Des journées portes ouvertes sont donc programmées pour permettre à tous de se familiariser avec cette haute juridiction. Clôture du mois dédié aux droits des femmes. Une belle occasion pour les femmes politiques de s'outiller sur plusieurs thématiques sur le renforcement de capacités et leur rôle de mobilisatrice. Celle de l'AFDC de Modeste Bahati, deuxième vice-président du Sénat, ont reçu toutes les informations qui peuvent le rendre compétitive sur la scène politique. Regardez. Plusieurs femmes membres de l'AFDC venues des différentes fédérations de Kinshasa et des provinces ont bénéficié d'un panel enrichissant sur les thématiques alléchantes.
Celles-ci ont notamment porté sur le rôle de la structure spécialisée et l'idéologie du parti, exposé fait par le secrétaire général adjoint Georges Biragui, la gestion administrative du parti, présentée par le professeur Placide Moutabunga, vice-président du parti, la gestion des conflits au sein d'une organisation politique, exposée par Madame Marceline Mondjiba. D'autres thèmes et non de moindre ont été également abordés au cours de cette journée, notamment le leadership féminin dans une organisation politique CHJ 1325 décortiqué par M. Alexandre, expert du domaine genre, les techniques et stratégies de communication politique, avec comme orateur le professeur Momindo. Madame Immaculée Chibalonza a quant à elle exposé sur le thème de la Journée internationale de la femme en mettant la femme congolaise au centre de toutes les ambitions. Quant à l'honorable Claudine Doussinkembe, elle a planché sur l'échange d'expériences sur le leadership politique. La sénatrice Arlette Bahati Tito a bouclé la boucle en édifiant les mamans de la FDC sur les secrets de développement de l'entrepreneuriat féminin au sein d'un parti politique. La présidente de la Ligue des femmes de la FDC, Madame Lydie Loussam, a saisi cette belle occasion pour valoriser le rôle de la femme au sein du parti de la OU. Présent à cette manifestation, le professeur Modeste Bahati Lukwebo en sa qualité d'autorité morale de la FDC. Ma conviction, c'est que chacune et chacun, par temps, chez lui ou chez elle, il va les partager avec les autres. Parce que nous vous considérons comme des formateurs de formateurs. Et la ville de Kinshasa continue de vibrer de joie pour honorer la femme en cette fin de mois de mars, mois dédié à la femme. Le département des femmes de l'église sont précieux, ont partagé le thème national, la Congolaise au centre de toutes les ambitions pour couronner cette session. Ludul Bolia et Chimendondo. Pour clôturer cette session sur la lutte de droits de femmes, les femmes témoins de la résurrection de l'Église sont précieux ont accueilli deux oratrices sur le thème « La conscience du Christ dans la famille et au travail ». La première oratrice, Madame Mimi Tim Cham, a abordé sur l'importance de la conscience et la connaissance du Christ dans la famille. Une famille doit être basée sur le principe qui intègre la dimension spirituelle. En s'appuyant sur le verset et des exemples bibliques, elle est arrivée à démontrer que la famille en tant que structure de base doit avoir pour socle Jésus-Christ. Les parents ont le devoir de recourir à la sagesse pour mieux solidifier leur famille. Madame Boalia Ilunga a expliqué aux participantes que la conscience de Christ est le renouvellement de l'intelligence de l'homme. La dimension du repos est très importante. Na repos wana oroki kozwa tant ya kosambela pe na kati. Tu restes là, tu restes en communion avec Dieu. Il y a des miracles. Intégrer cette dimension dans la vie quotidienne veut dire être conscient de la présence du Christ ressuscité et ne compter que sur lui. Vivre comme lui, être sûr qu'on est réellement enfant de Dieu, avec tout le privilège que cela apporte. Dans ce communiqué officiel, le ministère de l'Emploi, du Travail et le ministère de l'Emploi et du Travail porte à la connaissance du public en général et des organisations professionnelles d'employeurs et des travailleurs en particulier qu'au terme de l'ordonnance numéro 23/042 du 30 mars 2023 fixant la liste de jours fériés légaux en République démocratique du Congo, la journée du 6 avril 2025 consacrée au combat de Simon Kimbangu et à la conscience africaine, tombant le dimanche, la journée précédente du samedi 5 avril 2025 est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. S'agissant des services publics, la journée du vendredi 4 avril 2025 est déclarée chômée et payée conformément à l'article 1er du décret numéro 24/09 du 17 février 2024 portant règlement d'administration relative à la discipline. Fait à Kinshasa le 1er avril 2025, Ephraim Akwakwa Nametou.
Ils viennent volontairement de grossir les rangs des FARDC. 430 recrues de Kolwezi et de Lubumbashi ont pris la direction du camp militaire de Kibomango, ce centre d'entraînement des forces armées situé dans la commune de Lantsele à Kinshasa. Mais avant leur embarquement, ils ont reçu l'assistance en viatique de l'honorable Shekin Swana. Regardez. Ils sont nombreux, les jeunes qui ont répondu à l'appel du président de la République au commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au total, 350 nouvelles recrues venues de la province du Lualaba ont décidé volontairement de rejoindre le rang de FARDC. Ces jeunes volontaires viennent s'ajouter aux recrues de Lubumbashi pour faire un total de 430 recrues. C'est tard dans la soirée que ces filles et fils de la gouverneure Fifi Masuka Saini sont arrivés à Lubumbashi avant de s'envoler pour les centres de formation de Kibomango. À Lubumbashi, la prise en charge est totale. Un bon patriote, l'honorable Shekin Malandi Swana a mis à leur disposition deux viatiques constitués notamment de pain, sardines, bref, de la nourriture en quantité suffisante, de quoi donner de la vigueur à ces jeunes recrues avant de s'envoler pour Kinshasa. C'était une manière pour l'élu de Lubumbashi, le député national Shekin Malandi, d'encourager ces jeunes volontaires à servir les pays sous les drapeaux. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Goma, dans l'est du pays. Ce journal a été coordonné par Pati Tondouangou, réalisé par Patrick Kachala, Diane Balaka et Karen Konkolongo ont concouru à sa rédaction. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est tout à l'heure à 23h avec Bobo Anan Mukondi. Je vous reviens demain à 20h. Au revoir et très bon tour de programme sur la chaîne nationale.